Vous écoutez le podcast Marketing du cabinet comptable et dans ce 7e épisode, j'accueille Arthur Waller, fondateur de Penny Lane. On parlera de relations clients et de l'apport de Penny Lane pour une relation client-cabinet plus performante. Alors vous êtes prêts? Let's go! Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession, pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai la chance de retrouver Arthur Waller de Penny Lane. Bonjour Arthur. Bonjour Florian. Comment tu vas? Très bien, merci beaucoup de ta venue. C'est pareil, merci de m'avoir reçu. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs, toi ainsi que Penny Lane? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi je suis Arthur. J'ai 31 ans. J'ai cofondé une première entreprise en 2012 qui s'appelait Price Match, qui était un éditeur de logiciels de revenu management pour les hôtels, donc qui aidait les hôtels à faire varier le prix des chambres en fonction de la demande. Société qu'on a bien développée dans plusieurs pays, qu'on a vendue en 2015 à la société Booking.com. On a passé 3 ans du coup derrière à travailler pour Booking au siège. C'est une société hollandaise, donc on travaillait à Amsterdam. C'est le plus gros acteur du e-commerce en Europe. Et du coup, on a vraiment pu se frotter à une grosse boîte tech. Pour te donner une idée, quand on est arrivé, nous, en 2015, ils étaient 600 développeurs. Wow. Et quand on est parti 3 ans plus tard, ils étaient 2000. Et aujourd'hui, ils sont 4000 juste en dev. En développement? Wow. Ouais. Et du coup, on a eu la chance de voir comment tu organises des grosses équipes tech. Comment ça structure le recrutement tech, le product, etc. Donc ça, c'était la première aventure. À la suite de ça, on a pris une petite pause. De mon côté, j'ai voyagé et ensuite on s'est dit avec la même équipe de cofondateurs qu'on avait envie de remonter une nouvelle société et on en est venu, alors pas par hasard mais plus en demandant aux gens autour de nous quels étaient leurs problèmes, à l'idée de Penny Lane. C'est top ça, c'est une belle aventure je pense qui t'a permis de grandir et d'en arriver jusqu'à aujourd'hui avec Penny Lane. Tu peux nous représenter un peu Penny Lane, à quoi ça sert, ce que c'est? Alors, je vais peut-être te redire d'où l'idée est venue. Oui, vas-y. En gros, on a échangé avec pas mal de dirigeants de TPE, PME, start-up autour de nous il y a 2 ans et demi, qui nous ont tous dit à chaque fois, j'aime mon expert comptable, c'est mon tiers de confiance de proximité, le médecin de famille de mon entreprise, mais j'ai pas les bons outils pour collaborer avec lui, et je manque d'accès à ma donnée financière à jour consolidée. Et du coup, on s'est rendu compte que la plupart des clients des experts comptables, les TPE, PME, elles avaient leurs propres outils de gestion et parfois des outils digitaux, très souvent des outils papier, crayon, Excel, classeur, boîte à chaussures. Que tous ces outils-là de gestion ne se parlaient pas forcément entre eux. La caisse, elle parle pas au classeur de facture d'achat, elle parle pas au Excel où il y a tout le reste. En plus de tout ça, il y avait l'expert comptable qui avait son je vais simplifier, mais Cegid, Sage, ACD, Agiris, Ibiza et tout, et que ça parlait pas non plus avec les outils de gestion de l'entreprise. Et donc, constat, c'est que tu as tous ces outils qui sont un peu silotés, des sources de données un peu partout, et que du coup, il y a beaucoup de temps qui est perdu à faire bouger les données d'un endroit à l'autre. C'est dur de collaborer parce que chacun regarde son outil, sa donnée, qui n'est pas la même que ce que l'autre regarde, et que surtout, personne n'a accès à la bonne donnée au bon moment pour prendre la bonne décision. Et donc, les dirigeants d'entreprise, très concrètement, ils nous disaient, j'ai envie de savoir, là, maintenant, si je peux embaucher quelqu'un. Je suis pas vraiment en mesure de le dire. Et mon expert comptable, pas forcément non plus, parce qu'il regarde plus dans le rétro que devant. Et donc nous, le problème fondamental qu'on vient essayer de résoudre avec Penny Lane, c'est celui de la source de vérité financière. Et on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas vraiment d'autre moyen de résoudre ce problème que d'avoir un outil de gestion et un outil de production comptable adapté aux dirigeants d'entreprise et à l'expert comptable, avec par contre une seule base de données, une seule vérité financière en dessous partagée entre les deux. Et qu'il fallait que quand le dirigeant prenne des actions qui ne sont pas de la compta, qui sont de la gestion financière, donc je gère mes achats, mes ventes, ma trésor, sous le capot, ça vienne alimenter la compta de l'expert comptable, et que quand l'expert comptable, dans par exemple sa balance, vienne faire un lettrage fournisseur, ça vienne se refléter directement, mettre à jour le dashboard du dirigeant. Et donc c'est ça le problème fondamental qu'on essaie de résoudre. Il y a de la complexité, parce que un dirigeant d'entreprise, un expert comptable, il regarde le même flux financier de 2 façons très différentes. Oui. Un dirigeant, il va dire cette facture je l'ai payée, et puis 2 jours après elle va apparaître chez BNP et là il va vouloir rapprocher. En compta par exemple, payer par rapprocher, ça n'existe pas. Dans notre langage comptable, bien sûr, ça n'existe pas. Et je pars un expert comptable, il va réfléchir en exercice. Le dirigeant d'entreprise, si en janvier je lui montre pas ses factures de décembre parce que c'est l'exercice d'avant, il va me hurler dessus.
Un expert comptable, il veut faire du lettrage d'écriture d'achat de banque de TVA dans une balance. Un dirigeant, il veut pas toucher à une balance. C'est pas son univers à lui. Et donc, nous, notre job, c'est de réconcilier ces deux visions différentes du monde, mais faire que, par contre, il y ait une seule vérité, quoi. Ouais, mais donc voilà. super projet, et je pense que si vous y arrivez et c'est ce que vous êtes en train de faire, ça va être top. Parce que moi, pour avoir eu presque 10 ans d'expérience dans un cabinet avant, la problématique, c'est qu'on parlait, comme tu disais, dans le rétro, et les clients, ils auront 6 mois en avance. Ils veulent avoir de l'instantanéité. Et pour suivre justement mes étudiants, qui sont plutôt des millénials, eux, à chaque fois, ils me disent, mais il faut à minima avoir une application de ma compta pour que je sache tout de suite où j'en suis. Ils pensent comme ça maintenant. Donc, est-ce que tu as des retours là-dessus, toi, sur des clients, par exemple? Alors, les clients, ils veulent de l'instantanéité. Et je pense que les cabinets, ils veulent pouvoir offrir de l'instantanéité. Oui. Le problème, c'est que si tu as la donnée en retard, et que tu mets en plus derrière du temps à la traiter. La TVA, par exemple. Après, du coup, tu te retrouves plutôt en difficulté face à ton client. Parce que ton client, il va aller sur l'appli, il va voir que c'est pas à jour, et il va t'appeler et te dire pourquoi c'est pas à jour, quoi. Complètement. Et puis en plus, moi, ce que je remarque, c'est que tu veux tout centraliser. Ça, c'est génial pour l'expert comptable. Ou avant, moi, j'allais sur RCA, puis j'allais sur l'autre logiciel, faut intégrer les balances. Une perte de temps. Ça, mais je crois que tout le monde y est gagnant. Hein. Ah, c'est le but, hein. Voilà, nous, celui qui est perdant dans notre histoire, c'est le banquier. Nous, notre but, c'est d'aider l'expert comptable à être l'unique tiers de confiance de proximité du dirigeant d'entreprise. Et si l'expert comptable sait mettre entre les mains de son client le bon outil, en plus d'être le tiers de confiance, en fait, son client la source de vérité, c'est l'expert comptable qui va la détenir. Et du coup, le deuxième étage de la fusée, auquel on ne s'est pas encore attaqué, mais auquel on va s'attaquer demain, c'est aussi aider l'expert comptable à se rémunérer pour ce rôle de tiers de confiance. Et qui mieux que le banquier a su faire ça? C'est en se rémunérant sur les flux de son client. Et si c'est toi, expert comptable, qui maîtrise la plateforme où il y a tous les flux de ton client qui transitent, on va trouver des moyens pour que, par exemple, demain, tu puisses, équiper ton client d'une carte de crédit et te rémunérer sur ces flux-là, ou dire à ton client, tiens, cette facture-là, elle va t'être payée en retard, tu devrais faire de la facturage, tu n'as plus de trésor. Indirectement, tu touches un petit peu sur le facturage, etc. Peut-être un point sur lequel je voulais revenir. Pour moi, et les experts comptables, pour moi, ils ont compris que la clé, c'était de capter du flux dans l'instantanéité. Ouais. Le problème, c'est que dans les dernières années, ils sont restés bloqués avec leurs outils de production traditionnels, qui sont très complets, hein, et donc qui sont très très durs à remplacer. Et ils sont venus rajouter des briques en amont, des outils de collecte de flux, je pense à Dex, je pense à RCA, etc. Le problème, c'est que ces outils-là, ils amènent pas véritablement de valeur aux dirigeants d'entreprise. C'est plus un outil qui sert à l'expert comptable pour capter du flux. C'est vrai. Et nous, notre conviction, c'est que si tu veux que le dirigeant il vienne dans l'instantanéité mettre ses pièces, etc., il faut lui donner un vrai outil de gestion où il va aller non pas pour faire plaisir à son comptable et lui transmettre ses pièces, mais parce que lui-même va gagner du temps, lui-même va avoir ses dashboards, collaborer plus facilement, etc. Et donc, nous, l'outil Pennylen côté dirigeant, c'est un vrai complet outil de gestion où tu vas pas seulement voir de la donnée, mais prendre des actions. Tu peux typiquement aujourd'hui payer tes fournisseurs en un clic. C'est top. Tu peux facturer, relancer automatiquement. T'as du dashboard de trésor, t'as du pilotage de budget. Et si tu mets tes factures, tout de suite ça vient se voir dans ton budget. Ouais. Et donc t'as cet intérêt. Et nous, notre but, et aujourd'hui une des manières dont on mesure le succès de Pennylen, c'est à quelle fréquence un dirigeant d'entreprise il se connecte dans Pennylen. Aujourd'hui, t'as 40% des dirigeants d'entreprise qui utilisent Pennylen, qui se connectent tous les jours. Et pourquoi ils se connectent tous les jours? C'est pas pour tous les jours faire plaisir à leur comptable et transmettre leurs factures. C'est vrai. C'est parce qu'ils gagnent du temps, parce qu'ils peuvent venir regarder leur trésor, parce qu'ils peuvent venir voir leur budget. Ça va dépendre d'un dirigeant à un autre. Mais on leur donne tous les arguments possibles et imaginables pour qu'ils aient envie de se connecter. Et au passage, quand ils payent une facture, en fait, nous, on déclenche un paiement pour une facture donnée et donc on lettre automatiquement. Et ils se rendent pas compte de tout ça. Mais en fait, ils viennent alimenter la compta et plus que juste la saisie. Parce que là, on vient par exemple automatiser du lettrage. Donc c'est ça, je pense, la philosophie de Pennylen. C'est très fort par rapport à d'autres concurrents de ton entreprise, justement, où les experts comptables avaient un peu du mal à pousser le client à faire cette démarche. Là, toi, justement, c'est assez fluide, c'est collaboratif, donc je trouve ça exceptionnel. Je vais passer un peu rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'après toi, quelles sont les attentes des clients d'aujourd'hui pour leur compta? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une application? Tu m'as parlé du temps réel. Quoi d'autre t'aurais comme solution? Alors, nous, pour la petite histoire, quand on a lancé Pennylen,
on est parti de deux constats. Le premier, c'était que c'était impossible d'aller équiper un cabinet d'expertise comptable en outil de production avec un outil non éprouvé. Ouais. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'était que pour aller plus vite sur la construction d'un outil de production comptable, il fallait qu'on ait des comptables et des ingénieurs assis côte à côte dans la même salle. Ce qu'on a fait, donc on a lancé un cabinet lab. D'accord. Qu'on a arrêté complètement de développer, mais ça nous a permis de tester en fait en grandeur nature ce qui intéressait des dirigeants d'entreprise. Entre le mois de mai et le mois de décembre 2020, on a signé 700 dossiers sur ce cabinet lab, que de l'entrant, qu'on n'a jamais été démarché quiconque. Ce sont uniquement des dirigeants qui ont entendu parler de nous. Alors ça peut être sur Google, ça peut être sur Facebook, ça peut être par leurs copains au bar, ça peut être par des partenaires, enfin voilà. Et t'en as 2 tiers qui ont quitté leur cabinet pour venir chez notre cabinet lab et un tiers qui étaient des créateurs. D'accord. Panier moyen, 280 € par mois sur de la pure compta. Donc sans social, sans juridique. C'est même pas du low cost, tu fais. Pas du low cost. Faut bien le rappeler, ça. Et donc, on a pas mal pu expérimenter et comprendre ce qui attirait un dirigeant d'entreprise. Nous, notre conclusion, et c'était déjà le cas dans notre recherche utilisateur du début, la grande majorité des dirigeants, ils cherchent pas du low cost. Ils veulent de l'humain. La compta, c'est quand même aujourd'hui avant tout une assurance. Ouais. Une assurance tout risque. Tu veux savoir que le jour où tu auras un souci, il y aura quelqu'un qui sera là pour t'aider. Ils cherchent aussi un médecin généraliste. Ouais. Et ils veulent quelqu'un qui va les conseiller, de préférence de proximité, parce que c'est quelqu'un qui va connaître le tissu économique local, qui va peut-être savoir les aider sur est-ce que tu dois acheter ce local ou pas, ce genre de choses. Donc ils cherchent de l'humain, mais avec de la tech, pour que la collaboration avec l'humain soit simple. Et donc nous, d'après nous, aujourd'hui, les 3 choses clés que cherche un dirigeant quand il benchmark des experts comptables. Le premier, c'est il veut gagner du temps. Le deuxième, c'est il veut collaborer de façon fluide. Et donc effectivement, ça passe sûrement par pouvoir regarder une app, pouvoir chatter avec son expert comptable, pouvoir éventuellement l'appeler, etc. Mais pas par des allers-retours email de l'horreur avec des fichiers Excel de pièces manquantes, etc. Et dernier point, il veut avoir accès à sa donnée financière. En fait, il veut pouvoir utiliser sa compta. Il veut pas que sa compta soit juste un truc qui lui permette d'être dans les clous parce que sa TVA, sa liasse sont faites à temps. Il se dit, il y a un boulot énorme qui va dans la construction de cette donnée comptable. C'est dommage que je puisse pas utiliser cette donnée pour moi piloter mon business. Donc ça, c'est l'autre grand point. Après, il y a un énorme point, souvent que nous on retrouve souvent, qui est le fit humain. Ouais. Un dirigeant, il veut que le courant passe bien avec tout comme quand tu prends un nouveau médecin généraliste, tu veux que le fit passe bien, tu veux être à l'aise avec ce médecin, quoi. Ouais, c'est la tenue, et ça qui est important de rappeler, c'est que ces outils en fait sont pour libérer les tâches entre guillemets qui sont pas à valeur ajoutée et permettre de fluidifier en fait cette relation humaine, parce que c'est essentiel, hein. Comme tu dis, le conseil, l'écoute, la présence en cas de contrôle fiscal, en contrôle URSSAF. Là, ça remet en place notre position d'expert comptable. Je voulais avoir ton avis concernant le marketing et la profession comptable. Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt d'utiliser le marketing à l'heure actuelle? Alors, moi, je peux juste partager notre retour d'expérience chez Penny Lane en tant que cabinet lab. Ouais. On avait à peu près un tiers de notre nouveau business qui venait du marketing payant. Ça, c'est-à-dire de la pub très concrètement sur Google et Facebook en gros. D'accord. Et pour nous principalement Google. Et aujourd'hui, par contre, le souci, c'est que tu as une barrière à l'entrée qui est forte. Pour savoir faire de la pub sur Google et que ce soit rentable pour toi, ça veut dire qu'il faut que t'es quelqu'un qui sache faire ça. Ça veut dire qu'il faut que t'aies un bon site derrière qui convertisse bien. Ça veut dire qu'il faut que t'aies un service commercial super réactif. Parce que quand la personne remplit son formulaire, tu peux pas te permettre d'attendre 48 heures pour la rappeler. Je suis d'accord. Et ça veut dire qu'il faut que tu saches lui envoyer un contrat de façon électronique, qu'elle signe, etc. Donc, pour moi, c'est important de faire du marketing. Après, ça va dépendre de la taille du cabinet. Certains cabinets auront intérêt à faire eux-mêmes le marketing. D'autres cabinets auront, à mon avis, plutôt intérêt à bosser avec des partenaires qui vont les aider, soit à faire eux-mêmes leur propre site, soit et nous, c'est ce qu'on fait avec certains de nos cabinets partenaires, c'est qu'on envoie du business à nos cabinets partenaires. D'accord. Parce que nous, les gens qui viennent nous voir, t'en as une partie qui disent moi j'ai déjà mon expert comptable, je suis très content. T'en as une autre qui disent j'ai pas encore d'expert comptable, je suis créateur, ou alors je veux changer. Et là, on sait les présenter à un cabinet partenaire chez nous. Ouais. Et du coup, nous, là, ça va. Je pense qu'aujourd'hui, les cabinets avec qui on bosse, ça leur coûte moins cher de signer des clients via Penny Lane que ce que ça leur coûte d'aller faire eux-mêmes le truc sur AdWords, etc.
Mais il en faut quand même. Enfin, est-ce qu'on peut, tu penses, qu'un expert comptable maintenant aujourd'hui, il peut vivre sans un marketing ou sans Alors, Penny Lane, par de toute façon, exemple? marketing, ça veut dire tout et rien, quoi. Je pense que c'est très important en tant que cabinet d'avoir une marque, Ouais. et de distinguer aussi, quoi. D'avoir un site. Enfin, je pense aujourd'hui, tu ne peux pas te passer d'avoir un site qui ait l'air un peu moderne, D'accord. qui reflète l'image que toi t'as envie d'avoir avec tes clients. Je pense que le marketing, parfois, c'est des trucs tout bêtes. Nous, on a un tiers de notre business, c'est le parrainage. On dit à nos clients, si tu ramènes un autre client, on vous offre un mois à chacun. En fait, ça coûte moins cher que de mettre tes sous chez Google. Ouais, c'est vrai. Et par contre, il faut que le programme de parrainage il soit bien designé. Il faut que tout le monde ait confiance qu'ils vont bien effectivement toucher leur un mois, que ça va pas être la croix et la bannière derrière pour avoir cette gratuité, etc. Et t'as le dernier tiers de notre business à nous, qui est ce qu'on appelle le naturel, qui est en fait la brand, qui est le pouvoir de la marque. Et donc là, c'est des gens qui tapent Penny Lane sur Google parce qu'ils ont entendu parler de Penny Lane sur des réseaux sociaux, dans des articles, etc. Et ça, je dirais que ça, c'est plus compliqué. Là, il faut être un assez gros cabinet parce que ça implique d'avoir un certain volume. Nous, aujourd'hui, chez Penny Lane, on équipe des milliers, bientôt des dizaines de milliers de dirigeants d'entreprise, donc tu peux te le permettre. Quand tu as un cabinet qui a 500 000 dossiers, mathématiquement, ta marque, elle sera toujours moins forte que quelqu'un qui équipe des dizaines de milliers d'entreprises. Après, il y a des outils pour chaque taille. Je voudrais avoir ton avis sur comment, en fait, devrait être packagé, d'après toi, une prestation de comptabilité dans un cabinet pour satisfaire au mieux nos nouveaux clients. Est-ce que toi, quand tu fais des packages, ou sur ton cabinet labo que tu nous avais dit, tu calcules en temps de dispo, outils digitaux, enfin... Ouais. Alors, moi, je pense et on a fait pas mal de tests, hein, encore une fois, d'expérimentation. Moi, j'ai travaillé chez Booking avant, dans le e-commerce. Tu passes ta vie à faire des tests. Et chez Booking, on nous répétait, 9 fois sur 10, votre idée, elle est pas bonne. Elle est fausse. Le test and learn. C'est ça. Dans le e-commerce, ils font du A/B testing, donc ils ont 2 versions en live du même site, et ils regardent laquelle convertit le mieux. Donc nous, chez Booking, on disait 9 fois sur 10, ton idée, elle sera pas bonne. Tout ce qui compte, c'est que tu testes assez d'idées pour que t'aies assez de vol, que le 1 sur 10, il représente assez d'idées qui soient bonnes. Et donc, on a fait un peu pareil chez Penny Lane. Nos conclusions, c'est que les clients, ils veulent de la transparence sur les tarifs. Ils veulent de la lisibilité. Ils veulent pouvoir comprendre pourquoi ils payent plus ou moins. De la prévisibilité. Donc, savoir que s'il se passe ça, leur tarif augmentera et que ce sera pas une mauvaise surprise un an après, je reçois un petit mail qui me dit on a passé plus de temps que prévu, etc. Donc nous aujourd'hui, et sur le cabinet Lab, et quand on bosse avec les cabinets partenaires, quand on leur amène du business, on a des tarifs qui sont lisibles. On te dit en avance quelle sauce tu seras mangé si tu deviens plus gros. Donc on te dit dès que tu dépasseras tel seuil de facture. Et par contre, c'est des choses qui sont sous ton contrôle. C'est pas quand moi je passerai plus de temps sur ton dossier, ça te coûtera plus cher. C'est moi qui prends entre guillemets mon risque en tant que cabinet. C'est le jour où tu auras tant de factures en plus, tu paieras plus cher. Oui, mais c'est clair au moins. Voilà. Et après, il en reste pas moins que la compta c'est complexe, qu'il y a des cas particuliers dans tous les sens, et que du coup, tu ne peux pas avoir une grille. Alors, nous, on a pris le parti de pas avoir une grille publique, comme peuvent le faire des acteurs low cost, parce qu'on pense que déjà c'est créer des faux espoirs au client de lui dire que c'est un truc simple. Et très standard. Alors, de fait, c'est pas très standard, quoi. Et donc, nous, ça reste du cas par cas. On a un petit formulaire où on pose une dizaine de questions à un prospect. Et c'est en fonction de ses réponses à ces 10 questions qu'on va lui sortir un tarif, quoi. Mais ça te permet d'être clair. Nous, on a eu, alors je sais pas si c'est positif ou négatif, mais la profession, souvent, pour calculer nos horaires, on calcule en termes de temps. Est-ce que tu as un peu cette mentalité ou pas du tout, vu que tu viens du monde des startups? Moi, je pense que forcément, un expert comptable, il doit faire ce travail, lui, de son côté, dans son back-office, de savoir s'il est rentable ou pas, quoi. Et de combien il marge sur le temps passé par dossier, et voilà. Par contre, le client, il achète pas du temps. Enfin, il n'achète plus du temps. Peut-être qu'il l'achetait ça avant. Aujourd'hui, il achète que tu es là pour lui donner du conseil et que tu es là pour remplir toutes ses déclarations, toutes ses obligations, etc. Donc, il cherche pas à acheter 3 heures de ton temps. Bien sûr. Il cherche à ce que tu lui résolves un problème. Et c'est un peu c'est compliqué, hein. Oui. Mais c'est à toi de lui dire, moi, c'est temps pour résoudre ton problème. Après, toi, tu prends ton risque. Et effectivement, si tu te plantes, voilà. Après, ce que moi, je dis toujours aux experts comptables, c'est, soyez transparent avec le client en question. Dites-lui, moi, je pense que ça va me prendre tant de temps. Par contre, si je découvre une mauvaise surprise,
En toute transparence, faudra qu'on se réassoie autour d'une table et qu'on voit ce qui peut faire sens, mais en tant que client, t'as pas non plus envie que ton expert comptable il soit dans le rouge sur ton dossier. Bien sûr. Sinon, il va pas bien s'en occuper, il va te négliger, etc. Donc, faut trouver le truc qui soit faire. Mais je pense que la cuisine des temps, c'est dans l'arrière-cuisine du cabinet, face au client. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas opportun de continuer de parler de temps. Tu as raison, parce que, bon, après, on a un petit défaut, je pense, c'est lié à nos coutumes françaises, où on n'aime pas parler d'argent. Et pendant très longtemps, on avait du mal à vendre ces fameux conseils. Alors, quand on constate que la saisie va commencer à disparaître et que la valeur ajoutée, le tarif diminue, que tu peux nous conseiller ou, non, une question toute bête, justement, les nouveaux cabinets qui viennent chez toi. Vous les accompagnez là-dessus pour expliquer un petit peu, vous faites un peu de formation pour les... Ouais. Et c'est un point très important. Alors, nous, on propose aux cabinets de les aider. Alors, c'est plus sur la présentation de Penny Lane vis-à-vis de leurs clients. D'accord. Mais souvent, Penny Lane va rentrer dans une approche du cabinet de travailler de façon différente avec ses clients. Et donc, ça s'accompagne souvent d'un autre nombre de mesures qui sont pas dans notre contrôle. Et donc, nous, on aide les cabinets, notamment les créateurs. On essaie de les aider à packager un peu leur offre. On essaie on leur garantit aussi des leads. Typiquement, n'importe quel créateur qui vient chez Penny Lane, on va lui garantir 2 leads par mois au moins sur toute sa première année. Et donc, on fait tout un tas de choses comme ça. On a sorti récemment des articles pour essayer de conseiller les outils qui viennent plus du monde des startups, mais qui peuvent être très utiles dans le monde du cabinet. Je pense par exemple à Notion sur tout ce qui est partage de connaissances et base de connaissances au sein du cabinet, ou ce genre de choses. Et donc oui, on essaie de les aider. Après, on peut pas tout faire. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est la compta. On n'est pas des consultants, mais on essaie d'aider les cabinets. Et puis on bosse aussi avec on essaie de créer un écosystème de cabinets, de consultants qui pourraient eux-mêmes aider les cabinets dans leur transformation business et digitale. C'est super. Et vous avez un lien spécifique pour les auditeurs, par exemple, d'un cabinet qui voudrait venir chez toi? On pourra le mettre dans la bio de l'épisode? Ouais, carrément. Je vais te donner ça. Ouais. Ok, je le récupère. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et puis, si vous avez l'idée de monter un cabinet, ou aussi pour les cabinets existants. Aussi. Ouais. Là, est-ce que les outils, d'après toi, les outils digitaux peuvent améliorer ou fluidifier la communication entre l'expert comptable et votre client? Alors, je confirme. Au-delà de l'outil de prod moi je pense que le premier point, et ce que nous on fait dans Penny Lane, c'est la communication entre le client et le cabinet au sujet d'un objet comptable bien identifié. Aujourd'hui, tu peux dans Penny Lane, vu que vous avez la même source de vérité financière que vous regardez, tu peux taguer ton client sur une facture et lui dire c'est quoi ça, cette facture, et il va te répondre. Il y a comme une sorte de chat entre le client et le cabinet sur un objet, une facture, une transaction, etc. Par contre, après il y a tout ce qui est hors prod, qui est plus la partie conseil. Et là, moi, je conseille aujourd'hui au cabinet alors, pour moi, chaque cabinet doit faire un peu ce qui lui va le mieux. Mais je pense que il faut être capable de réagir assez rapidement quand on a une question du client, et aussi, surtout, demain, être proactif. C'est ça qui fait rêver. Je dirais qu'un client, il va pas le soir en buvant une bière avec son pote dire mon expert comptable est trop cool parce qu'il m'a répondu. C'est un truc auquel il s'attend. Bien sûr, et qui est pas facile à délivrer, tu vois. Ouais. Par contre, mon expert comptable m'a écrit de lui-même sans que je lui demande rien pour me dire que dans 2 mois j'aurai plus de trésor et que du coup il fallait que j'anticipe, et là c'est vraiment où là tu vas aller dire à ton pote il est vraiment génial, il a anticipé et on est dans le même bateau, quoi. On le remarque ça souvent, on veut qu'on soit proactif, qu'on soit en avant, mais on ne savent pas faire. T'aurais une technique, toi? Déjà faut avoir la donnée à jour. Oui, ça c'est vrai, le premier point. Et après c'est essayer d'avoir les bons indicateurs, les bonnes alertes. Et puis je pense établir ce lien de confiance avec son client, et puis trouver les bons canaux de communication. Ça peut être du chat qu'on peut mettre en place sur le site de son cabinet, par exemple. Nous on travaille avec un outil qui s'appelle Intercom pour faire ça. Ça peut être par WhatsApp, ça peut être, il y a tout un tas d'outils aujourd'hui. Front qui est pas mal aussi, qui permettent d'avoir une sorte de support, mais humain. Ouais, de supprimer ces emails. Pas du FAQ ou de l'email impersonnel. Ouais, et il y a des choses aussi toutes simples. Par exemple, on peut avoir un CRM et essayer de trier tous nos clients, par exemple, qui sont en BNC, et envoyer un sorte de mail collectif sur cette problématique. Parce que ça touchera, bien sûr, les mêmes acteurs du même secteur. Ça peut être des techniques. Il y a toujours moyen, mais la proactivité, en fait, elle devient déterminante dans le choix, comme tu dis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Penny Lane? À part que c'est cool. Nos principaux enjeux, c'est de continuer à rattraper. Donc nous, on estime qu'il faut que d'un côté, on ait cette innovation qu'on amène sur le marché, qui est de la connectivité via des API et l'outil de gestion
couplé à l'outil de prod du cabinet. Après, dans un second temps, il faut aussi que le collab retrouve strictement toutes les fonctionnalités, tous les modules auxquels il est habitué dans Cegid ou Sage, etc. Et donc nous, notre enjeu, c'est de rattraper et de construire. Et donc là, on y est presque. En gros, on est à 95%. 2022, et à la fin décembre, tu seras à 100%. Normalement, tous les modules auxquels tu peux être habitué dans ton outil de prod classique, tu les auras avec les mêmes raccourcis clavier, les mêmes que t'aies pas à réapprendre la vie en basculant de ton outil prod traditionnel vers Pennylen. Et là, c'est encourageant puisque t'as pas mal de premiers cabinets qui ont migré 100% de leur dossier des outils traditionnels du marché vers Pennylen, qui sont satisfaits et qui voient aussi, mais ça vient forcément aussi avec des enjeux de changer la manière dont tu travailles, changer la relation que t'as avec tes clients, etc. T'as des retours là-dessus, justement, sur des clients qui ont changé, justement, des cabinets experts comptables, qui ont changé leur process, leur façon de voir. Ouais. T'aurais des retours. Alors, je peux pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, ils changent. Ils te disent qu'ils ont beaucoup plus d'échanges avec les clients. Que les clients les sollicitent beaucoup plus sur des trucs extra comptables. Et donc, ça demande de la formation un peu aussi en interne, parce que ton client se met à t'appeler pour des trucs, des sujets de facturation client, paiement fournisseur, sur lesquels ils t'attendaient pas forcément avant. Mais par contre, que la relation qu'ils ont avec leurs clients est beaucoup plus riche. Et qu'ils arrivent à vendre beaucoup plus de missions additionnelles aussi, du coup. Là, c'est le full administratif, où c'est une technique maintenant qu'on va pouvoir mettre en place et qui est important. Ils ont pas peur, par contre, les collabs, où on leur enlève un petit peu cette partie saisie? T'as quelques cabinets où les gens effectivement ont envie de continuer de saisir au kilomètre, comme on dit. Ouais, bien sûr. Et ça peut se comprendre. Et honnêtement, parfois, tu seras plus efficace, je pense, en saisissant au kilomètre qu'en faisant de l'OCR, etc. Sur des cas bien particuliers. Ah oui, rassure-moi. Mais la norme, je dirais que non, les gens comprennent la valeur qu'on amène et comprennent surtout que le gain de productivité du cabinet de demain, c'est pas parce qu'on passe du on-premise au cloud, c'est parce que en fait le client va bosser pour nous sans s'en rendre compte et qu'on va collaborer plus efficacement avec lui. On va apporter de la vraie valeur ajoutée en abordant cette partie de conseil. Je vais te poser une question qui dérange. Vas-y. Est-ce que Cegid et Sage t'adorent, du coup? Bah forcément non. Forcément non. Ils t'ont pas fait encore de proposition de rachat? Non. Et genre je n'en cherche pas. Donc c'est une de nos, nous on est là pour faire une grosse boîte européenne. On pense qu'il y a un Cegid dans chaque pays d'Europe. Autant dans le monde anglo-saxon, t'as des acteurs qui ont réussi à faire cette source de vérité partagée. Ouais. Intuit et Xero. Et en fait, la compta européenne étant plus complexe que la compta anglo-saxonne, on a une jolie barrière à l'entrée sur le marché européen liée à ça. Donc les anglo-saxons, ils n'y arrivent pas à venir en Europe. C'est juste, ils devraient reconstruire tous leurs produits de zéro pour s'adapter aux spécificités, aux besoins des experts comptables européens. Et donc nous, notre but, c'est de faire le Intuit ou Xero européen, et donc d'aider les experts comptables et les dirigeants d'entreprise à mieux collaborer en Europe. Et donc on pense qu'il y a une énorme opportunité pour nous. Ce sera gagnant-gagnant pour les dirigeants et les experts comptables. Encore une fois, si quelqu'un doit y perdre, nous on pense que c'est parce que demain on aidera les experts comptables à se rémunérer sur les flux, chose qui aujourd'hui est réservée entre guillemets aux banquiers. Donc c'est plus ces gens-là qui devraient avoir peur, si quelqu'un doit avoir peur, parce que les gens, la lame de fond qui arrive sur le marché, c'est que les gens aujourd'hui consommaient leurs services financiers au sein de leur extranet bancaire. La Commission européenne a dit maintenant il faut ouvrir des API au niveau des banques, et deuxièmement il y a des acteurs qui arrivent qui font de l'infrastructure bancaire as a service, qui permettent en fait à des gens comme nous d'intégrer au sein de nos outils des services bancaires. Or, honnêtement, si t'es dirigeant d'entreprise, où est-ce que t'as envie de payer tes factures? T'as envie de les payer là où tu les gères. Bien sûr. Dans ton outil de gestion, t'as envie d'avoir un bouton payer maintenant. T'as pas envie d'exporter un XML que tu viens réimporter dans ta banque et qu'ensuite il faille rematcher tout ça, quoi. Et ça, c'était juste pas possible techniquement et de façon juridique. Et maintenant, ça l'est. Et donc ça ouvre une énorme brèche dans le marché. Ça fait que du coup, les gens vont gérer toutes leurs finances au même endroit plutôt que de le faire à deux endroits séparés. Tu m'avais parlé au tout début du podcast, la carte bancaire. On va vendre des cartes bancaires? Tu vas pas les vendre, tu vas tout simplement équiper ton client. Faut savoir qu'aujourd'hui, une néobanque comme Conto, ils font à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ces 100 millions, t'as 20 millions qui viennent des abonnements que les gens payent pour s'abonner à Conto. 80 millions qui sont complètement invisibles pour les clients de Conto. C'est les rétrocommissions que reversent Mastercard et Visa à Conto à chaque fois que des gens dépensent avec leur carte Conto dans un commerce, e-commerce ou physique. Donc ça peut être en plus une source de revenus supplémentaire. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est tout bêtement, pourquoi les experts comptables, ils toucheraient pas à ces 80 millions, quoi.
Si toi t'es le tiers de confiance, et aujourd'hui ces infrastructures bancaires as a service, elles permettent, et nous on bosse avec une qui s'appelle Swan, qui en fait est une banque, même titre que Conto, mais qui juste n'a aucun client en direct. Elle a pas de client, Bien sûr. personne n'est client de Swan. Et Swan, c'est une infrastructure qui permet à des gens comme nous d'ouvrir, par exemple, demain, moi je peux ouvrir un compte en banque de ton cabinet. Là, on est en train de faire un premier test avec un cabinet partenaire là qui s'appelle CK. CK, là, ils vont équiper pas mal de leurs clients de cartes bancaires avec le logo de CK dessus. Top. Premier avantage, c'est du marketing gratuit. Ouais. Tous tes clients, ils se promènent avec une carte avec le logo de ton cabinet dans la ville. Deuxième avantage, quand ils font une dépense, vu que c'est une banque qui n'existe que en API, en fait, nous, on a l'info en temps réel que ton client il vient de dépenser. Du coup, déjà, ton flux, toi, tu l'as en temps réel, t'as rien à importer, quoi que ce soit. Et nous, on peut aller direct mettre dans l'appli mobile du client, je sais que tu viens de dépenser, n'oublie pas de prendre en photo ton justif. Temps réel. Parce que t'auras jamais avec le BNP, etc. Troisièmement, effectivement, ça, c'est pas encore effectif, mais on est en train de creuser, c'est comment demain CK peut se rémunérer plus sur les rétrocommissions de Visa Mastercard quand ses clients dépensent. Ce qui est pas un coût supplémentaire, c'est invisible pour le client. Bah oui. Il le paye déjà sans le savoir. Mais voilà. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà. Je trouve que c'est positif. Mais après, j'aime faire l'avocat du diable. Après, il y a la déontologie, hein. C'est Bien une sûr. zone grise déontologique, hein. Mais Moi, il y a une partie où peut-être certains experts comptables vont dire, on n'est pas des banquiers. Ça, j'ai pas envie de m'occuper. Et en cas de problème, c'est sur moi qu'ils vont venir se retourner, c'est pas vers l'autre boîte. non. Alors le support client entre guillemets, c'est Pennylen. D'accord. De même qu'aujourd'hui, quand tu équipes ton client de Pennylen, nous on a une équipe support client, et c'est pour ça aussi que on permet à des cabinets chaque cabinet décide s'il veut, par exemple, facturer en direct ou facturer via nous, voilà. Nous on dit au cabinet, c'est très important que ton client il soit conscient que c'est Pennylen qui te donne l'outil, et t'as pas envie que le temps que je te fasse gagner, tu le perdes en aidant tes clients à retrouver leur mot de passe et à répondre à leur question de comment je fais un devis, quoi. Donc nous on a une équipe support client dédiée qui s'occupe d'aider les clients du cabinet à prendre en main l'outil, etc. On a également une équipe support cabinet, qui eux sont tous des comptables, qui vont aider les collaborateurs du cabinet à prendre en main l'outil, à faire leur migration, etc. Ça promet de belles choses pour l'avenir, 2022. Bon, juste avant de finir, je voulais jouer à un jeu avec toi, cela, Allez. où je te propose 2 alternatives, et tu me dis laquelle te correspond le mieux. Ok. Donc j'ai été voir un petit peu ce que tu faisais sur Internet, et donc on va essayer de savoir. Je voulais savoir si tu étais plutôt un codeur ou un comptable, maintenant. Et j'ai pas le droit de dire une troisième truc. Dis la troisième, si. Alors moi, je suis mon cœur, il est plus product manager. Donc c'est justement le job de product manager, c'est faire le lien entre le métier et les développeurs. C'était justement chez Booking, c'était mon job, c'est d'expliquer à des développeurs de quoi ont besoin les comptables et expliquer aux comptables pourquoi les développeurs ils ont construit un truc comme ça, etc. Donc c'est justement entre les deux, quoi. Mais c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que tu essayes de nous faire parler expert comptable avec le langage des clients. Et C'est c'est top. Au niveau gastronomique, t'es plutôt barbecue ou resto gastro? question pas facile là. Je dirais barbecue. Mais j'aime bien aussi la restauration, mais barbecue. Plutôt Twitter ou LinkedIn? Alors, j'ai pas de compte Twitter. LinkedIn. J'en ai un, mais c'est pas moi qui le gère, mais LinkedIn. T'aimes porter plutôt la barbe ou la moustache? Barbe. C'est pareil. Une question difficile pour toi, je pense. T'es plutôt Elon Musk ou Jeff Bezos? Je vais dire Jeff Bezos. Et pourquoi? Je sais pas. Alors, Elon Musk, je trouve, fait des trucs plus fous. Oui. Mais je trouve parfois un peu arrogant. Et Jeff Bezos, je le trouve plus efficace. Il est plus en retraite et moins démonstratif, il fait Ouais. les choses. Costume cravate ou sportwear? À ton avis? Sportwear. Sportwear. Ouais. On est mieux dedans, t'as raison. Ouais. Une question qui va être difficile pour les équipes. T'es plutôt Paris ou Nantes? C'est difficile à choisir. Bon, Paris, hein. Je viens de la région parisienne. Je supporte encore le PSG, même s'ils ont plus vraiment d'âme, mais on va dire C'est Paris. horrible. Tu préfères faire des podcasts ou des tutos vidéo, toi? Podcast. Ok. Et c'est difficile celle-là. Qu'est-ce qui est le plus important, l'intelligence artificielle ou l'humain? Humain. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, elle doit être, récemment, j'ai eu une table ronde là-dessus. Je pense qu'elle doit vraiment être au service de l'humain. Et je pense c'est un mot qui est extrêmement, utilisé, souvent, Fourre-tout. voilà. Dans les faits, je pense que aujourd'hui, ce que sait faire l'intelligence artificielle est relativement petit. De toute façon, le mot intelligence artificielle, il est faux parce que c'est un humain qui lui dit
Ouais, qui a ce codé qui est vrai, quoi. Ouais. On a faussé la donne. Ouais, c'est un humain qui dit voilà la vérité, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux, et maintenant apprends de tout ce que je t'ai donné, ce qui caractérise quelque chose de vrai, quoi. Donc par exemple, parce qu'on a des factures, donc nous on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur quelques points. Le premier, c'est sur tout ce qui est imputation comptable. Donc nous on fait pas l'OCR nous-mêmes parce que c'est quelque chose où pour le coup c'est assez mature, on utilise des API, des gens qui le font déjà très bien. Par contre, on fait nous-mêmes l'imputation comptable. Donc on vient juste à partir de ton FEC, on sait que tel fournisseur dans tel dossier, tu l'as toujours traité comme ça. Et donc on va te dire traite-le pareil, quoi. C'est le côté bête et méchant, vrai ou faux. Donc ça marche bien. Ça marche aussi bien, je dirais, pour tout ce qui est règles de banque, tout ce qui est match, recommander des lettrages entre des lectures des transactions. Par contre, dès que tu rentres dans des problèmes plus complexes, en fait, ça marche pas aujourd'hui, hein. Et la compta, ça peut être très complexe, il y a énormément de cas particuliers, et on parle pas du stade suivant qui est le conseil, la gestion, où là, le champ des possibles, il est infini. Ce que tu peux recommander à un dirigeant, là, faut de l'intelligence humaine, et puis chaque cas est unique, il a une psychologie, enfin voilà. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle va venir peut-être aider sur quelques pourcents des tâches, comme tu disais, les plus répétitives, à peut-être moins forte valeur ajoutée, à sortir la tête du guidon. Mais c'est toujours l'humain, et je suis pas, tu demandais Elon Musk ou Jeff Bezos, mais je suis, alors moi, je suis pas convaincu que l'intelligence artificielle, comme on peut l'entendre parfois, va venir remplacer tout le monde. Je suis pas. Je te remercie pour ta présence et tout ce que tu nous as donné. J'avais juste une dernière question, ça me rentre dans la tête. Est-ce que Penny Lane pourrait répondre à des clients comme de grosses PME, voire 440 ? C'est pas du tout la philosophie. Non, je dirais que notre plafond de verre, c'est quand une boîte elle est équipée d'un ERP. Elle a une boîte du CAC 40, elle va avoir SAP ou NetSuite, ou ce genre de choses. C'est pas du tout notre ambition d'aller remplacer ces acteurs-là, parce que c'est des grosses usines à gaz où tu dois savoir gérer tout, la paye dans tous les pays. Enfin voilà. Nous, notre segment, c'est vraiment TPE, PME. Après, t'as quelques grosses PME. Aujourd'hui, on équipe des boîtes jusqu'à 200, 300 salariés, quand même. Mais c'est souvent des boîtes qui ont peut-être des business relativement simples, qui opèrent pas dans 36 pays, etc. Et là, oui, on sait faire. Mais c'est pas notre cœur de cible. D'accord. Je reviens juste sur ton dernier point sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a un autre élément quand même à prendre en compte, qui est combien ça coûte de développer de l'intelligence artificielle. C'est extrêmement cher. Ouais. Faut avoir en tête que si tu veux faire les choses bien et vraiment avoir des résultats, nous aujourd'hui on a des data scientists, des data engineers, des data analysts, et t'as besoin de tout ça si tu veux faire les choses bien, parce que t'as toute une infrastructure en fait énorme à construire avant de pouvoir faire le moindre algorithme. Si tu veux faire vraiment du machine learning et tout, et donc ça c'est des sommes démentes, puisque c'est les personnes les plus recherchées sur le marché du travail aujourd'hui. C'est le plus cher, et donc je pense vraiment que aujourd'hui t'as très peu de gens qui font vraiment de l'intelligence artificielle. Qu'il faut aussi quand même regarder combien ça coûte. Il y a le coût, oui. Que ce soit financièrement et écologiquement. Parce que quand tu entraînes tes algorithmes, le nombre de serveurs dont tu as besoin, c'est énorme. Hein. Ça tourne, ouais. Alors je sais qu'au début, l'OCR, par exemple, ça coûtait plus cher que de saisir à la main. Maintenant, c'est passé en dessous. Est-ce que c'est passé en dessous parce que c'est plus efficace ? Est-ce que c'est passé en dessous parce qu'on paye moins cher les serveurs, mais qu'en fait, on est en train de détruire la planète ? Ouais. C'est pas tellement noir ou blanc, à mon avis, quoi. Mais écoute, je te remercie de la présence. Et puis, on te dit à bientôt. Merci beaucoup, Florian. Et merci à toi, Arthur. Et puis, bonne journée. On se voit au prochain épisode. Au revoir. Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifiés de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode.